entendu hier que c'était bien négocié de 19 000 $ par maison. Le directeur du cabinet du président motive cette requête par l'urgence à accorder à la réalisation de ce projet programme d'urgence. Nous reviendrons avec les prévenus lui-même sur le directeur. Peut nous confirmer la teneur de ce rapport qui ajoute que le site d'implantation de ces logements n'est pas indiqué. Il est joint, disent les rapporteurs, il est joint au titre d'expérience de l'attributeur désigné un document selon lequel il possède plusieurs années d'expérience dans la production des conteneurs d'hébergement dès lors que les statuts vous ont montré ici que Ousmane, et c'est incontestable, a été créé au mois d'avril. Quand les rapporteurs disent qu'il est joint au titre où est sur l'expérience de Ousmane. Première question, s'il confirme la teneur du rapport et s'il peut expliquer à votre tribunal cette expression utilisée dans le rapport. C'est la code 177 du dossier du tribunal. Oui, vous avez suivi la question. Oui, je confirme. Deux volets. Premier volet, est-ce que vous confirmez la teneur? Oui. Deuxième volet de la question, où ont-ils trouvé les éléments? C'est dans un des documents qui sont joints. Ça se trouve là. C'est dans un document joint? L'élément 18. Oui, vous dites que c'est dans un des documents joints. Oui. À quoi? C'est parmi les documents que nous avions déposés. Il y a une lettre de Carmode qui est en train de confirmer qu'ils ont travaillé avec Ousmane. Cette lettre se trouve où? Vous l'avez trouvée? C'est joint, c'était joint dans les dossiers. C'était joint à la requête qui a été faite par le directeur du cabinet du président de la République. Oui. Oui. Nous n'avons plus de questions à ce stade pour ce témoin, monsieur le président. Oui, vous avez la parole pour Jamal. Hein? Nous avons une petite préoccupation parce que nous avons comme l'impression que le directeur est en train d'évoluer dans cette ville. Ou carrément d'aller au-delà de ce que le ministre du Développement rural a fait. Mais notre préoccupation se base sur l'existence des marchés sans passer par sa direction. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait comme analyse de l'article 44 de la loi micro, ici. Oui, maître. Je disais, Monsieur le Président, quelle est l'analyse que le directeur fait des dispositions de l'article 44 de la loi numéro 010/10 du 24 avril 2010 relative au marché public qui dispose, je le lis à l'intention du tribunal, les marchés spéciaux sont ceux qui ne répondent pas pour tout ou partie aux dispositions relatives au marché par appel d'offres ou au marché de gré à gré. Ils comprennent le marché relatif à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l'État. Voilà. Qu'est-ce qu'il a comme analyse par rapport à ces dispositions? Merci. Oui. Vous pouvez répondre. Oui, merci, Monsieur le Président. L'article 44 concerne des marchés spéciaux. Et les marchés spéciaux, pour donner un exemple plus simple pour que les gens puissent comprendre, quand le ministère de la Défense achète les armes pour défendre le pays, ces marchés-là, c'est un marché spécial. Ça ne doit pas être mis à la disposition de n'importe quel service en dehors des services concernés. Voilà ce qu'on appelle marché spéciaux. Mais le marché de préfabriqués n'est pas un marché spécial. Merci. Oui. Monsieur le Président,
Là, c'est l'explication qu'il a donnée, mais je vais avoir son analyse exacte par rapport à la loi. On sait que la loi parle à la défense. Doit-on exclure de ces marchés les logements sociaux pour les militaires et les policiers? Répondez. Mais je viens de dire que la construction d'une maison pour les militaires n'est pas un marché spécial. Si vous prenez ce que je peux considérer comme un marché spécial, si on est en train de construire par exemple un bunker, là c'est un marché spécial. Parce qu'on ne doit pas donner les spécifications d'un bunker à travers les civils. Hein? Mais une maison, l'achat de tennis simple, l'achat de, je sais pas, que on avait déterminé qu'on devait déterminer par un décret du Premier ministre une liste de marchés spéciaux qu'on devait considérer comme marchés spéciaux, et ce décret-là n'est pas encore signé. Merci. Votre honneur, puisque le décret n'est pas encore signé, est-ce que les directeurs, parce que nous avons comme l'impression qu'il exclut le traitement social des militaires au caractère... C'est pas une impression, c'est ce qu'il dit. Oui, oui, les traitements des militaires. Alors que dans le traitement des militaires, il y a aussi cet élément-là. Ça, vous réservez au moment opportun. Allez-y aux Votre honneur, votre question, mais ça appelle aussi une certaine observation pour évoluer. Votre honneur, peut-il catégoriser ce qu'il attend maintenant par marché spéciaux et marché, autres marchés, je ne sais pas comment il va catégoriser. Mais maître, il a déjà répondu. Allez, il a déjà répondu. Votre honneur, parce qu'il a donné des exemples. Il n'a pas défini. Il a parlé. Mais votre honneur, si nous devons être éclairés. C'est lui l'expert de la nation. Mais il a dit... Il est ici pour nous éclairer parce que ce sont des cas qui pourront revenir plus tard. Maître, s'il vous plaît. Je vous en prie, monsieur le président. Il a clairement dit ce que lui entend d'après son interprétation de la loi par marchés spéciaux. Il a ajouté que un décret du Premier ministre d'après cette loi devait être pris pour donner une liste exhaustive des marchés spéciaux, et cela n'est pas encore intervenu. Merci, monsieur le président. Nous comprenons que le tribunal a compris comme nous qu'il soit acté que c'est l'interprétation personnelle du directeur qui n'a pas puisé cela de la loi. Nous sommes très attentifs, maître. Merci. Oui, allez-y. Allez-y, on en termine. Comme ça, on fait venir la dernière intervention. On fait venir. Merci pour la parole. Nous voudrons poser quelques questions, 3 petites questions à l'intention du directeur et le tribunal. Première question, sous quelle forme les projets de contrat... Donnez votre nom pour que madame la greffière... Maître Mukendi Kassongo Joseph Patrick. Merci. Oui, maître. Oui. Nous voudrons savoir si, sous quelle forme lui sont généralement transmis les contrats au niveau de la DGCMP. Donc les projets de contrat, sont-ils déjà signés ou non signés? Oui, merci. Mais quand on parle d'un projet, c'est-à-dire c'est un document qui n'est pas encore signé. Hein? Merci beaucoup. Merci. Réponse très précise. Deuxième question. À quel moment la DGCMP peut-elle considérer qu'un avis de non-objection a été donné en bonne et due forme? Oui. C'est quand un dossier a respecté tous les éléments qui exigent la loi pour qu'on puisse passer un marché. Hein? Donc, je ne sais pas comment je peux te répondre. Je vais te débobiner maintenant ici qu'il faut commencer par un dossier d'appel d'offres, il faut faire ceci, il faut un rapport d'analyse, il faut cela. Hein? Okay. Vous posez une question précise, on vous donne une réponse. Non. Parce que la matière est abondante, s'il vous plaît. Merci. Non, merci beaucoup. Okay. Ma dernière question. Non, ça va, maître, ça suffit. Ma dernière question. Non, ça suffit. Que lui termine, on fait venir. Selon vous, monsieur le directeur, quelles peuvent être les conséquences juridiques d'un avis de non-objection? Pardon? Selon monsieur le directeur, oui. Quelles peuvent être les conséquences juridiques d'un avis de non-objection? Oui. Les conséquences, la DGCMP, c'est un service public qui est là pour émettre les avis de non-objection et accorder les autorisations aux différents services qui la demandent. Et
c'est les avis de non-objection. Les autorisations permettent à ce qu'on puisse passer à l'étape suivante de la procédure de passation des marchés publics. J'ai dit ici tout à l'heure que la DGCMP peut donner une autorisation, peut donner, donner un avis de non-objection. Si l'autorité approbatrice constate qu'il n'y a pas de crédit, ce dossier-là, donc ce contrat-là est nul et nul fait, n'est pas exigible, il n'est pas exécutoire. Il faut qu'il y ait une approbation. Ce sont les verrous. Bien, merci. Ok. Alors, l'administration, que l'administration nous fasse venir... merci beaucoup, monsieur. Que l'administration nous fasse venir le témoin Kangoudia. Le témoin Kangoudia, l'ancien ministre du budget. Non, mais je crois que vous pouvez vous retirer. Non, il a fini. Il a fini, le reste des éléments nous allons... Non, avec Bitagouir. Non, il a fini. Voilà. Oui, il peut partir. Monsieur Kangoudia, bonjour. Bonjour, votre honneur. Vous allez bien? Un peu fatigué depuis hier, mais ça va. Merci, pour avoir honoré la justice par votre présence. Bien, est-ce que vous pouvez décliner toute votre identité, lieu, date de naissance? Merci beaucoup, votre vous honneur. Vous Kangoudia Mbaye Jean-Pierre. Mon nom est Pierre Kangoudia Mbaye Pierre, pas Jean-Pierre. Okay. Né le 9 juin 1957 à Loulouabourg, aujourd'hui Canaan. Pardon? Fils de? Fils de André Kapambouka Chama, décédé, et de Régine Galula Chimbombo, également décédé. Vous êtes originaire? Je suis originaire du village de Dikundi, groupement de Benayamba, secteur de Bakwa Kanyinda, territoire de Kabeye Kamanga,
au Kasaï oriental. État civil. Je suis marié et père de beaucoup d'enfants. Merci. Mais pour l'adresse, Profession. en ce moment, j'ai un mandat de député national. Ok. Votre résidence? Je souhaiterais, avec votre autorisation, votre honneur, de m'approcher auprès de Madame la greffière pour donner mon adresse. Ok. Pour des raisons de sécurité, c'est ça? J'ai failli le dire, votre honneur. Pas de problème, vous donnez votre adresse. Vous pouvez enlever le micro. Qu'est-ce qui vous fait rire? Ok. Bien. Est-ce que vous avez de reproches à faire à ce témoin? A-t-il des liens d'amitié, de parenté, ou y a-t-il une certaine inimitié entre lui et une des parties au procès? Oui, prévenu Caméré. Même si on ne se voit plus ces derniers temps, Pierre fit mon directeur de cabinet à l'Assemblée nationale. Et longues années d'amitié. Et voilà, donc je ne pouvais pas ne pas souligner cela. Merci. Que pensez-vous? Il n'y a pas d'incompatibilité. Pardon? Il n'y a pas de compatibilité qui... Il y a précision? Oui. Monsieur le Président, depuis hier, nous assistons à des interrogatoires à diriger contre le témoin, mais apparemment comme s'il s'agissait de prévenus. Pardon? Nous avons eu l'impression que les questions posées aux témoins leur donneraient le statut de prévenu. Alors que pour les témoins d'expérience de votre tribunal, quand un témoin vient, après son identification, on identifie également la partie qui a sollicité le dit témoin, et précision est demandée également à la partie qui a sollicité le dit témoin de dire sur quel point les témoins doivent être entendus. Surtout que dans ces dossiers, il y a plusieurs préventions, plusieurs prévenus. Il est du droit de la défense. Mais attendez, moi je termine. Attendez. Il est du droit de la défense que nous sachions qui a fait venir tel témoin pour que nous puissions glaner dans les relations, dans les contacts que telle personne nourrit au quotidien avec telle ou telle autre partie intéressée et que l'on sache à juste titre tirer les conséquences de déposition de tel ou tel témoin. Il vient, c'est sur la première prévention des détournements et qu'il a cité, il vient éclairer le tribunal sur quel point d'instruction. C'est très important pour que nous puissions noter, éventuellement préparer notre défense quant à ce. Donc, et ce que je dis, c'est de la pratique de votre tribunal dirigé comme il est dirigé aujourd'hui. Bien, merci beaucoup, mais nous étions en train de penser qu'à ce stade, c'est sur les reproches des témoins. Et à ce stade, le tribunal juge les reproches. Et votre préoccupation légitime sera rencontrée. Qu'on juge d'abord les reproches éventuels qui sont faits aux témoins. Est-ce que vous avez des reproches, Monsieur le Président? Estimez donc qu'il peut déposer sous la foi du serment. Ça peut déposer sous la foi du serment.
C'est-à-dire? Votre honneur, le témoin qui s'est présenté, il a dit qu'il a un mandat public. Oui. Et ce mandat fait qu'il soit rémunéré par la République. Oui. Faut-il le considérer comme un témoin qui va déposer sous serment ou il va le faire à titre de renseignement? J'ai dit votre. Bien, merci. On ajoute, Oui. nous avons trouvé quelques confrères députés qui viennent plus, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas défendre contre les intérêts de l'État. Question. Un député peut-il témoigner contre les intérêts de l'État? Oui. Monsieur le Président, évitons le mélange de genres. Qu'un avocat député national ne puisse plaider contre les intérêts de l'État est un interdit qui relève d'un texte de loi bien précis sur l'exercice de la profession d'avocat. La question du témoignage, ici, relève d'une autre question, de droit de procédure, pénale à l'occurrence. Ne mélangeons pas le genre. Deuxièmement, Monsieur le Président. Mais le ministre Kangoudia est là, faisant partie de la de la supervision. Tout le monde se souvient de l'audience du 11. La supervision, je n'étais pas seul. Nous étions à plusieurs, y compris celui qui est là. Bien, merci. Troisièmement, avant que je termine, Monsieur le Président, c'est le ministre du Budget, sous le mandat duquel les paiements sont intervenus. Enfin, s'il ne peut pas prêter serment, les informations à vous fournir paraissent pour la partie civile essentielles pour la recherche de la vérité. Bien, merci. Monsieur le procureur général. Merci pour la parole. Du côté de la défense, ils ont dit qu'il n'y a pas de reproches à faire, il n'y a pas de relation d'inimitié, d'amitié, c'est ce que la loi dit. Être un agent ou au service de l'État ne peut pas être une raison pour qu'il ne puisse pas prêter, déposer sous serment. Tous ceux qui viennent de passer ici, les directeurs des marchés publics, c'est un agent de l'État, payé par l'État congolais. Mais s'il faut réfléchir comme ça, et vous, le tribunal, vous êtes payé par l'État congolais, c'est vous qui allez juger, qui allez départager l'État congolais et ceux qui sont là-bas. Mais si nous allons dans ce raisonnement-là, même vous ne serez pas impartial puisque vous êtes payé par l'État congolais. Ça, c'est un argument qui ne tient pas de l'autre côté. À notre avis, comme il n'y a pas de reproche, il doit déposer sous serment. Merci. Le tribunal opine de la même manière que l'organe de la loi et considère qu'il n'y a aucun reproche sérieux qui puisse empêcher que le témoin Kangoudia soit entendu sous la foi du serment. Cela étant, le tribunal va lui demander de lever sa main droite et de dire après nous, je le jure, donc, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Vous dites, je le jure. Je le jure. Merci. Pour, avant de lui poser quelques questions, rencontrer les préoccupations exprimées par le conseil du prévenu Caméré, le tribunal voudrait vous remettre en mémoire que à l'audience d'instruction du 25 mai, besoin a été exprimé que certaines personnes soient entendues pour la manifestation de la vérité. Et ces personnes ont été citées tant par la partie civile que par certains prévenus. Le tribunal lui-même a également exprimé le besoin d'entendre certaines personnes, et c'est là au sujet de diverses incriminations qui sont retenues à charge des prévenus.
il vous souviendra que hier, dès l'abord de l'instruction, nous vous avons donné la méthodologie que nous entendons suivre pour faire éclater la vérité. Bien entendu, dans le souci d'une bonne administration de la justice. Nous avons dit que des témoins qui sont cités seront entendus autour des incriminations mises à charge des prévenus. Ici, le témoin Kangoudia, en tant qu'ancien ministre du budget, intervient pour éclairer la religion du tribunal sur les paiements qui ont été effectués, mais également sur le fonctionnement de la supervision du programme des 100 jours du chef de l'État. Parce que il a été cité ici par le prévenu Kamiri. Donc nous voudrions comprendre dans quelles circonstances il serait intervenu. Cité, pas appelé, non. Pas appelé. Donc c'est à ce titre que nous l'avons invité, et c'est à ce titre qu'il va pouvoir éclairer la religion du tribunal sur un certain nombre de questions. Merci. Monsieur Kangoudia Mbaye Pierre, confirmez-vous avoir exercé les fonctions de ministre du budget au sein du gouvernement Bruno Tshibala? Honneur. Merci. Bien, est-ce que vous pouvez dire à l'intention du tribunal si effectivement vous avez fait partie de la supervision du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État? Est-ce que vous avez été membre de cette supervision? Votre honneur, que superviser voudrait dire contrôler le travail fait par les autres. Or, mais dans le cadre du programme des 100 jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, viser quoi que ce soit. Je ne savais même pas. Je les avais, monsieur ça, je l'ai appris à l'occasion de ce procès. Vous dites que vous ne savez, vous n'avez jamais su qu'il y avait une équipe de supervision et vous n'avez jamais été membre d'une quelconque équipe de supervision. Sinon, j'aurais été formé. Mais j'ai jamais entendu parler d'une équipe de supervision avant la tenue de ce procès. Bien, le tribunal voudrait encore un peu plus d'éclaircissement de votre part. Vous n'avez jamais pris part à une réunion à la présidence de la République sur la conception ou l'exécution ou encore le suivi du programme de 100 jours. Réunion présidée ou organisée par le directeur de cabinet du chef de l'État, pour être un peu plus clair. J'avais été appelé, ou si vous voulez, invité par mes directeurs de cabinet pour participer à une séance de travail où j'avais trouvé un nombre responsables qui nous présentaient le projet devant faire partie du programme des 100 premiers jours du président de la République. Je crois une ou deux fois, et c'était terminé. Et à l'occasion, il n'avait pas été dit qu'on allait mettre en place une équipe de supervision à laquelle j'allais faire partie, non. Et puis c'était terminé. Comme ça, une équipe de supervision dit même verbalement, je n'ai jamais entendu parler de ça. Ok. Ok, donc ça n'a jamais été dit même verbalement. Bien. Non. C'est une notion nouvelle, c'est une information. C'est une notion nouvelle. Oui. Bien. Le tribunal voudrait savoir qu'est-ce qu'il en est
du projet, si vous en savez quelque chose. Qu'est-ce qu'il en est du contrat qui avait été initié ou qui avait été signé entre l'ancien ministre du Développement rural, Bitakwira, et la société Samibo, projet portant sur l'érection de 900 maisons au coût de 26 750 000 $ américains. Oui. En tant que responsable du ministère du Budget, qu'est-ce que vous en savez? Merci beaucoup, votre honneur. Sur ce dossier-là, je me souviens que pendant notre mandat, celle du gouvernement, le Premier ministre Bruno Tchibala, il m'avait été transmis pour liquidation les dossiers de 26 750 000 $ pour l'érection de 900 maisons dans des sites en milieu ruraux. Et les dossiers prévoyaient un paiement en 3 temps, c'est-à-dire 3 années budgétaires. Et pour l'exercice 2018, il fallait 7 500 000 si ma mémoire est bonne. Mais j'avais rejeté cette dépense-là pour plusieurs raisons. Si vous me donnez l'occasion, oui, de pouvoir le parler. Lesquelles? Quelles sont ces raisons? La première des raisons, oui, la première des raisons, c'est que les dossiers, si ma mémoire est bonne, avaient été transmis au mois d'avril, mois de juin. En ce moment-là, nous n'avons pas encore réuni même le tiers du montant qu'il fallait pour la tenue des élections en 2018. Et donc, en ce qui nous concernait en tant que ministre d'État, ministre du Budget à l'époque, c'était de travailler pour que nous ayons suffisamment de moyens afin de rencontrer la première des priorités pour l'ensemble du pays, qui était de réunir les moyens afin de financer totalement par les moyens de l'État, les moyens propres, le processus électoral. Peut-être les gens peuvent oublier, mais c'était la priorité des priorités, la mission même pour laquelle ces gouvernements avaient été mis. Nous n'avions pas encore les moyens. 2, il y avait quand même une petite difficulté sur le plan purement philosophique, en philosophie économique. Il s'agissait des maisons à ériger pour les milieux ruraux. Mais la technologie devait venir de la Turquie. J'ai expliqué en disant qu'en cas de difficulté, s'il fallait, par exemple, faire des réparations, des choses comme ça, nous n'avions pas un personnel qui était qualifié pour le faire. Et c'était une mauvaise stratégie sur le plan même de la pensée du développement d'un pays. Votre honneur, l'économie dans tous les pays qui disposent quand même de moyens stables repose sur des éléments essentiels. La première des choses, c'est de développer une économie qui tienne compte des premiers besoins primaires de l'être humain, c'est-à-dire la nourriture. Deuxième besoin, c'est le logement. Troisième besoin, c'est l'habillement. Et le reste vient couvrir tout ça. Mais nous ne pouvons pas avoir un pays où vous voulez développer les milieux ruraux et commencer à importer des maisons. Ce n'est pas possible. Vous allez le faire pour combien de temps? Bien, merci. J'ai expliqué tout ça à monsieur le Premier ministre. Merci. Voilà. Que vous n'avez pas payé... et j'ai expliqué la raison pour laquelle... Vous n'avez pas liquidé oui. Ces dépenses. Voilà. Bien, mais dites-nous maintenant. Il nous revient des éléments du dossier ici que s'agissant du volet social du programme d'urgence du chef de l'État, une dépense a été effectuée pour l'érection de 1500 maisons. Une dépense a été effectuée
pour l'érection de 1500 maisons. Et dites-nous, en tant qu'ancien ministre du budget, est-ce que cette dépense a-t-elle été liquidée par vous? Et si tel est le cas, sur quelle base? Quelles sont les bases des données qui vous ont servi éventuellement à la liquider? Votre honneur, je sais que quand nous avions été dans une des réunions au bureau de monsieur le directeur du cabinet du président de la République, je n'avais pas entendu parler de ces dossiers-là. Pardon? Ça, c'est un. Pendant les travaux, ça, je n'avais pas entendu parler de ces dossiers-là. Vous n'avez jamais entendu parler de ces dossiers-là? Pendant que vous nous présentez les sautes de moutons, les différents, il y avait plusieurs projets. Celui-là, je n'avais pas entendu parler, on n'en avait pas parlé. Oui. Alors, j'en ai entendu bien après. Oui. Mais je n'ai jamais vu le dossier physique moi-même. Parce que, pour le paiement, je crois que il a été demandé une procédure d'urgence qui n'est pas passée par le ministre du Budget. Directement, c'était passé chez le ministre des Finances qui a été le premier à me saisir pour la régularisation de cette dépense-là. Et nous avons un PV daté du 15 mars indiquant qu'on avait déjà payé la première tranche de plus de 14 millions de dollars, si ma mémoire est bonne, sur cette affaire-là. Et la deuxième tranche, pratiquement jusqu'à 37 millions de dollars, avait déjà été payée par procédure d'urgence sans que moi j'ai pu voir le dossier, en connaître les contenus. Donc voilà, je ne peux pas vous donner assez d'éléments sur ce dossier-là parce que je ne l'ai pas connu. Moi, je n'ai pas été saisi en tant que ministre du Budget, même par copie pour dire que nous avons envoyé au ministère des Finances, puisque c'est ce qui s'est fait. Nous avons envoyé telle dépense en urgence au ministère des Finances et que ça va faire l'objet d'une régularisation. C'est le ministre des Finances qui m'a saisi pour demander la régularisation. Merci. Monsieur le procureur, allez-y. Une question de tribunal. Témoin Kangoudia, vous qui avez un communiqué officiel du directeur de cabinet vous prohibant de pouvoir faire quoi que ce soit, sinon d'aller exécuter les rémunérations. C'était un communiqué officiel qui avait neutralisé le gouvernement et nous étions limités à ne nous occuper que des dépenses de rémunération, toutes les dépenses liées au personnel. Le reste, nous n'avons rien, nous ne devions rien faire. Donc le communiqué nous avait totalement neutralisé. Voilà. Vous, ministre du Budget, qui autorisait la sortie de fonds à partir de ce moment-là? Bon, écoutez, pour toutes les sorties de fonds, il fallait se référer à monsieur le directeur du cabinet. Je peux vous raconter une anecdote. La direction du contrôle des marchés publics puisqu'elle avait été relancée déjà à partir du mois de février pour faire des travaux. Ne se limite pas simplement aux marchés qui sont initiés par le gouvernement central. Il y a des autres structures de l'État qui peuvent l'approcher pour ce faire. Ils avaient besoin de 15 millions de francs congolais. Ils sont allés dans une banque de la place pour solliciter ce montant-là nécessaire au fonctionnement normal de ce service. Cette banque a refusé. Ils se sont transportés jusque chez moi. J'ai écrit en tant que ministre de tutelle à la banque pour dire qu'il donne cet argent, que j'ai envoyé copie pour information déjà à monsieur le directeur du cabinet du chef de l'État et que c'était un montant assez limité, donc il ne pouvait pas faire l'objet de quelque suspicion que ce soit. La banque m'avait rabroué. S'il vous plaît, elle m'avait rabroué. Et j'avais eu une réaction extrêmement virulente contre cette banque-là. Et j'avais intimé l'ordre à la direction du contrôle des marchés publics de délocaliser son compte, d'aller voir une autre banque plutôt que celle-là.
et j'avais envoyé une copie au directeur du cabinet du président de la République. Mais compte tenu des charges qui étaient le siennes, il avait fini par donner l'autorisation. La demande était pour le 1er février. L'autorisation de monsieur le directeur du cabinet du président de la République est arrivée, mais du 1er mars. Vous voyez, pendant tout un mois, les services se retrouvaient paralysés. Donc il y avait une difficulté, quelle que soit sa bonne foi, que sa volonté, il ne pouvait pas faire tout le travail, volume extrêmement important en tant que directeur du cabinet, et aller jusque dans des détails comme ça. Donc c'est quelque chose qui, je vous donne juste un exemple, qu'on s'est retrouvé totalement paralysé par cette approche-là. Merci. Revenu, vous voulez poser. Allez-y, monsieur le procureur général. Merci. Avant de passer peut-être à la question que j'avais pas préparée, peut-être en rapport avec la question qui venait d'être posée. Donc, vous confirmez qu'à cette période, il n'y a aucune dépense qui pouvait être effectuée sans l'autorisation du directeur du cabinet? Mais le communiqué était clair, tout le monde s'est conformé à ça. Si vous n'aviez pas l'autorisation de monsieur le directeur du cabinet, le ministère des Finances ne faisait rien. D'accord. C'est tout à fait normal. Comment est-ce que cette autorisation était donnée? Est-ce par téléphone, par écrit? Je disais, si vous pouvez faire poser la question aux témoins, qui nous disent de quelle manière l'autorisation du directeur de cabinet était donnée pour payer. Il les faisait par téléphone, il les faisait par écrit, ou de quelle manière? Par mail? Merci. Si vous pouvez me préciser. Merci. Témoin Kangoudia, vous pouvez répondre à cette question. Votre honneur, je venais de vous donner un exemple où il y a eu une autorisation écrite. Généralement, les autorisations étaient écrites. Écrites même pour des missions. Il nous instruisait, il dit, bon, tel service a demandé pour que l'on paye pour telle mission de service et tout ça, veuillez le faire. Par écrit. Par écrit, oui. Merci. Généralement, nous avions moi, j'ai recevais ces autorisations. Merci. Pour la liquidation des dépenses. Merci. Oui, et la dernière question, puisqu'il a parlé du contrat Samibo pour lequel il s'était opposé à cause des difficultés budgétaires et à cause aussi de l'urgence des élections. Est-ce qu'il connaissait M. Jamal? Est-ce qu'il connaissait M. Jamal qui a gagné ces marchés-là? Oui, est-ce que vous connaissez M. Jamal qui est là? Ah oui, M. Jamal, c'est pour moi une vieille connaissance. C'est une vieille connaissance. Une vieille connaissance. Nous nous connaissons depuis longtemps, M. Jamal et moi. Est-ce qu'à l'occasion de vos passages au bureau, au cabinet du directeur du directeur du cabinet, si c'est une tautologie, permettez-moi, excusez-nous, est-ce qu'il vous est déjà arrivé à les rencontrer une fois à la présidence, M. Jamal? Merci. Attendez, avant de répondre, c'est là qui doit vous donner l'autorisation de parler. Est-ce que vous avez déjà rencontré M. Jamal au bureau du directeur du cabinet du chef de l'État? Oui, je l'ai vu dans la salle d'attente chez le directeur du cabinet. Dans la salle d'attente? Oui, nous étions ensemble, nous attendions. Vous étiez ensemble? Oui, oui. Vous attendiez d'être reçu? Tout à fait. Mais moi, j'ai été reçu en premier. Vous avez été reçu après lui? En premier, moi j'ai été reçu en premier. Vous avez été reçu en premier? Oui, oui. Ok. Il dit qu'il a été reçu en premier. Est-ce qu'il avait pu poser des questions à Jamal ou peut-être au directeur de cabinet par rapport à ce qu'il était venu faire là-bas au cabinet du Vital Caméré? D'accord, répondez. Oui, quand je me suis retrouvé avec M. Jamal dans la salle d'attente, il a envoyé quelqu'un qui était avec lui, je ne sais pas si son fils ou qui, pour venir me saluer de manière ostentatoire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que M. Jamal, lui, je le connais depuis des années. Je l'ai connu en 1993, alors que je venais d'être nommé comme conseiller financier pour la première fois du ministre des Finances. À l'occasion, il avait un dossier de la réfection de la cité de la Voie d'Isaïe.
pour plus de 25 millions de dollars. Et malheureusement, le dossier de M. Jamal, et quand moi je suis dans les circuits, tombe toujours au moment où il n'y a pas d'argent. En 93, il n'y en avait pas. Et je lui avais répondu qu'il n'y avait pas d'argent, puis c'est moi qui traitais les dossiers. En 94, il est arrivé, la même chose. Donc je connaissais déjà M. Jamal à l'époque. Et quand il est arrivé, en 2018, c'était la même chose. Et ce jour-là, je l'ai vu, mais je ne savais pas pourquoi il était là. Je ne pouvais pas le savoir puisque moi je ne lui ai pas parlé. Moi je suis venu pour voir les directeurs du cabinet, pas pour voir Jamal. Merci. C'est tout. Oui, maître, monsieur le bâtonnier. Merci. Mais pour embrayer sur la question, honorable monsieur l'ancien ministre du Budget, lorsque le directeur de cabinet vous a reçu le jour où vous avez rencontré dans le couloir M. Jamal, avez-vous eu à parler avec M. le directeur de cabinet du dossier Samibou? Parce que les éléments du dossier indiquent que monsieur a fait de va-et-vient au ministère du Budget où il n'avait été jamais reçu. Est-ce que quand le directeur de cabinet vous a reçu, avez-vous eu à échanger avec lui, avez-vous placé un mot sur ce marché? Oui, j'avais parlé aussi, entre autres, de M. Jamal que je venais de voir dans la salle d'attente. J'ai dit, mais je ne comprends pas que l'on puisse recevoir M. Jamal à la présidence de la République, alors que nous ne l'avions même pas reçu. C'est ça, j'ai parlé comme ça avec le directeur du cabinet. C'est ce que vous avez dit au directeur du cabinet? J'ai dit ça au directeur du cabinet. Et quelle a été sa réaction? Je crois qu'il m'a dit, et pourtant, il a réussi à convaincre les chefs de l'État. Ça, c'est ce qu'il m'avait dit. Exactement, je crois. Et pourtant, il a bien réussi à convaincre les chefs de l'État. Merci, Monsieur le Président. Deuxième petite question. Nous avons ici une pièce que nous allons verser au dossier, un tableau de synthèse par source de financement en dollars, qui indique pour la société Samibo une première tranche de 14 375 000 $, une deuxième tranche de 23 millions de $, les sommes cumulées, et une troisième tranche de 10 62 500 $ américains. Et monsieur l'ancien ministre vient de nous dire qu'il a été saisi par le ministre des Finances en régularisation, mais uniquement, si nous l'avons bien compris, uniquement pour un solde, je crois, de 10 ou 20 millions, étant entendu que 37 millions avaient déjà été payés à l'avance. Nous avons également un procès verbal dont il a parlé, procès verbal je vois le bon d'engagement, procès verbal du 15 mars au ministère des Finances portant examen des dossiers des bénéficiaires des marchés, ils sont nombreux, et au numéro 15, paiement en faveur de la société Samibo. On prit part à cette réunion, je vois effectivement le ministre du Budget n'y était pas, il était représenté. Je vois M. Gaston Magna Onakoudou, Mme Anne Bougoué, directeur de cabinet. Les deux petites questions à M. l'ancien ministre, s'agit-il bel et bien de ce procès verbal-là? Et la deuxième question que nous souhaiterions lui poser, confirme-t-il que des paiements avaient été faits sans que le budget ne les engage jusqu'à hauteur de près de 37 millions et que lui n'est intervenu qu'en régularisation du solde et sur demande du ministre des Finances?
Et la dernière petite sur ce chapitre, je vous en prie, s'il peut être aidé pour s'assurer si le procès-verbal dont nous parlons est bien celui-là, et les écritures portées sur le plan de décaissement en dollars, s'il veut bien confirmer devant votre tribunal qu'il s'agit bien de ce document et que ces documents émanent bien du budget. Prenez connaissance. Tout à fait, votre honneur, c'est les documents classiques de régularisation des dépenses exécutées en procédure d'urgence et... Mais il est en train de parler, vous demandez la parole, maître. Ils vont vous donner, ils vont vous les transmettre. S'il vous plaît, maître, mais on a intervenu comme ça. Vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Si vous intervenez de cette façon-là, je ne vous donne pas la parole. Je vous donnerai la parole quand vous la demanderez et vous attendez que les témoins qui est en train de parler terminent. Vous allez intervenir. Ne vous en faites pas. Allez-y. Tout à fait. Je reconnais le PV, c'est le modèle standard, c'est comme ça que nous travaillons, entre le ministère des Finances et nous, quand le ministère des Finances sollicite la régularisation de toutes les dépenses exécutées en procédure d'urgence. Oui, remettez... Merci beaucoup. Non, qui doit répondre maintenant là. Prenez les pièces, vous donnez aux partis aussi. Prenez... Oui, ça c'est la lettre du ministre des Finances, dans laquelle il sollicite que nous puissions payer la dernière tranche en 2 acomptes. À ce moment-là, il y avait déjà, comme il a indiqué lui-même, il avait déjà payé, j'ai fait les calculs rapidement, il avait déjà payé 37 millions de dollars pour les 20 millions en raison de, excusez-moi, ce qu'il a marqué dans sa lettre. Deuxième tranche, plutôt 2 acomptes de la dernière tranche, chacune de 10 62 500 dollars américains. C'est pourquoi il a demandé une liquidation préalable. Mais c'est le ministre des Finances qui demande. Moi, je n'ai rien reçu de la présidence de la République. C'est le ministre des Finances qui demande. Merci. Voilà. Avant qu'il ne remette les documents, Monsieur le Président, peut-il expliquer à votre tribunal pour que ça soit clair pourquoi sur le document qui est là, cette dépense est imputée sur le ministère de l'Urbanisme et Habitat, alors que le contrat exécuté entre guillemets a pour autorité contractante le ministère du Développement Rural? Oui, vous pouvez regarder avant de répondre. Alors, quand vous lisez la lettre du ministre des Finances, il ajoute vers la fin du premier paragraphe qu'il s'agit au titre du premier acompte de la 3e tranche relative aux travaux de construction des maisons préfabriquées, Maluku, Congo central, Bukavu, Mbujimaï et Kananga, suivant le plan de décaissement présenté le 8 mars. Quand on vous présente un dossier comme ça, le ministère du budget, c'est le ministère technique de l'État. Vous vous rendez compte qu'il s'agit du ministère, ça rentre dans les prérogatives de quel ministère? Et vous donnez alors la meilleure imputation possible. Il ne pouvait plus être question du ministère du Développement Rural dans les dossiers tels qu'il est présenté. On parle de la ville de Kananga, on parle de la ville de Mbujimaï, on parle du Congo central et on parle de Maluku. Ça voudrait dire que ça rentre dans le domaine privé de l'État. Et les maisons dans le domaine privé de l'État, à ce moment-là, c'est le ministère de l'Urbanisme et Habitat.
C'est l'imputation après avoir réuni tous les experts du ministère. C'est l'imputation qui a été donnée. On changeait de section budgétaire, ce n'est plus le développement rural à ce moment-là, ça c'est urbanisme et habitat. Merci. C'est concernant. Parce qu'il s'agit des villes, quand vous avez le mélange des villes et des non-villes, alors là c'est l'urbanisme et habitat. Bien. Avant-dernière question, Monsieur le Président. Oui. L'ancien ministre vient de nous parler des échanges épistolaires musclés qu'il a eus avec une des banques de la place. Nous avons sous les yeux une pièce que nous versons au débat, une lettre signée Vital Kamerhe du 1er mars 2019 adressée à son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, concerne autorisation d'accès au compte de la DGSMP. Excellence Monsieur le ministre d'État, son Excellence le Président de la République, chef de l'État, et moi-même avons reçu les copies de votre lettre référencée de 11 février par laquelle vous sollicitez une dérogation pour permettre à la Direction générale du contrôle des marchés publics d'accéder à son compte. Le numéro de compte est indiqué et la banque. Y faisant suite, j'autorise la DGSMP à accéder à son compte. S'agit-il de cette lettre qui a permis de décanter la situation de ces services de l'État à l'occasion de l'échange dont monsieur l'ancien ministre vient de nous parler? S'il peut prendre connaissance de cette pièce et dire à votre tribunal si c'est cette lettre-là qui a permis de décanter. Cela, puisque moi-même je venais de dire, adressez votre tribunal s'il vous plaît. Ça doit être cette lettre, puisque moi-même je venais vous en parler, ça m'avait tellement marqué et ulcéré de voir que, malgré le fait que l'on soit membre du gouvernement, avec l'autorité nécessaire investie pour ce faire, en dépit du fait que nous étions pendant une période où l'on était en train d'assurer les affaires courantes, qu'une affaire de 15 millions de francs congolais puisse m'amener à être rabroué par une banque à laquelle nous avons confié l'argent du trésor public et pour lequel il y avait du travail urgent. Je peux vous le dire jusqu'aujourd'hui, je ne m'en suis pas encore remis. Il n'y a que dans ce pays qu'on peut retrouver des gens se comporter comme ça vis-à-vis des membres du gouvernement. Merci. Bien. Dernière question, Monsieur le Président. Parce que Monsieur l'ancien ministre nous a dit qu'il connaît Monsieur Djamal de longue date. Oui. Et nous savons que Monsieur Djamal est passé plusieurs fois au budget. Lui est-il arrivé, lui, Monsieur l'ancien ministre, d'avoir une demande d'audience de Monsieur Djamal et quelle réponse a-t-il réservé à Monsieur Djamal et sa société? C'est la dernière question. Oui. Oui, pendant que nous avions encore la plénitude de nos prérogatives, M. Djamal était venu pour ce qui était tout à fait normal pour suivre ce dossier. Mais j'avais déjà répondu au ministre qui avait endossé le dossier qu'on ne pouvait pas le payer. Et il avait l'information. Il est quand même venu pour forcer d'être reçu. J'ai dit non. Il est revenu plusieurs fois. La dernière fois, il s'est présenté dans mon antichambre avec de menaces. Il a dit à mon assistante qu'il allait se tuer en avalant du poison réservé à la dératisation. L'assistante est entrée dans mon bureau en tremblotant. Et j'ai répondu comme ceci à l'assistante. Je lui ai dit, il était dans mon antichambre. Donc c'est-à-dire juste devant ma porte. J'ai dit que d'abord, il n'a pas forcé la porte pour être reçu parce que je ne suis pas disposé à le recevoir. Et que s'il avait envie de se suicider, peut-être qu'il lui manquait de l'eau. Prenez la bouteille d'eau qui est sur ma table, allez lui donner, qu'il puisse mieux avaler le poison que c'est lui qui l'a amené. Comme il a envie de mourir, on ne peut pas empêcher sa volonté de se réaliser. Voilà ce que j'avais. Bien, merci. Le tribunal voudrait poser quelques questions aux prévenus Djamal et Kamerhe, nos maîtres.
Juste non, vous n'avez pas la parole. En rapport avec les prévenus. Il veut se soulager, il a un problème. Il veut demander l'autorisation de se soulager. Parce que... Ah, pour qu'il... Ok, il peut aller. Merci. Non, attendez. Attendez, je vais vous faire venir là-bas. Prévenu Jamal, la question du tribunal. Est-ce que vous connaissez M. Kangoudia Pierre ici présent? Jamais reçu une fois, aucune fois. Plusieurs fois j'ai été là-bas. Oui, vous n'avez pas reçu, c'est vrai. Mais jamais reçu une fois. Il reçoit tout le monde sauf Sami Jamal. Oui. Elle me fait elle m'a dit un bon engagement. Elle est très intelligent, monsieur le ministre du budget. Le mois de décembre, vous savez, le mois de décembre, monsieur le président, avec grand respect pour le respect, monsieur le budget, vous savez, il ne veut pas payer. Les ministres des Finances, il va retourner chez lui pour 1,6 milliard francs congolais. Suivez d'abord, suivez. Oui. Suivez. Vous dites qu'il vous a... Pardon. S'il vous plaît, ne faites pas... Mais vous défendez Jamal. Non, nous sommes co-auteurs. Non, suivez d'abord. Attendez, je vais vous poser des questions. Attendez. Mais je voudrais, s'il vous plaît, j'ai posé... Le tribunal a posé une question claire. Suivez, maître. Le tribunal a posé une question claire au prévenu Jamal. C'est celle de savoir s'il connaît le ministre, l'ancien ministre Kangoudia ici présent. Qui répond à cette question. Je vais répondre. Dieu témoin. C'est la première fois que je vois, quand je vais aller prendre, je vais aller chez le directeur demander mon dossier. Et puis, j'ai été plusieurs fois, il a refusé de me recevoir. À cause de quoi je vais suicider? À cause de quoi? D'accord, donc il vous a jamais reçu? Jamais reçu une fois, plus que 5-6 fois. À cause de quoi il va me suicider? Tout ce qu'il a dit avec grand respect, c'est lui qui t'a dit c'est faux, usage des faux, il a dit monsieur le ministre. À cause de quoi je vais suicider? J'ai les familles, je suis opérateur économique. Il est en train de mener mon honneur devant tout le peuple. Ça, je ne peux pas accepter ça. Merci. Ça, il va retirer monsieur le directeur cabinet. Merci. Le tribunal voudrait... Bien sûr, l'autre va venir avec toi, il ne va pas venir avec moi. Suivez. C'est votre parcelle. Suivez. Je ne te connais même pas, toi tu me connais. Suivez. Merci. Est-ce que vous vous êtes rencontré une fois avec lui au bureau du directeur du cabinet du chef de l'État au Palais de la Nation? Excusez-moi, je suis resté pendant 2 heures, 3 heures de temps, tu comprends? J'ai été voir le ministre, son excellence, ministre, directeur cabinet pour mon dossier. Vous êtes allé le voir pour votre dossier? Pardon? Vous êtes allé voir le directeur de cabinet pour votre dossier? Oui, bien sûr, pour le dossier où nous sommes arrivés, parce qu'on a déjà écrit plusieurs il n'y avait pas de suite. Il ne me reçut même pas 2 minutes, 3 minutes, tu me comprends, et puis j'ai quitté. Est-ce que ce jour-là, le directeur de cabinet vous avez reçu? Il me reçut, je pense, 2-3 minutes. Vous avez reçu seulement pendant 2-3 minutes? Je pense, je ne me rappelle pas. S'il me reçut, il ne va pas reçu. Mais je vois le directeur, monsieur l'excellence, là-bas. Il a reçu avant moi. Mais je ne savais il a pas été reçu avant vous? Avant moi, oui. Mais j'ai été resté pendant 4 heures, 5 heures de temps pour voir me reçu. Mais je ne savais pas, je ne me rappelle pas s'il me reçut ou non. Ok. Voilà. Okay. Pour vous savez, le ministre des Finances, il est très intelligent, grand respect pour lui. Il est déjà retourné les bons d'engagement chez lui. Parce que tu sais, les finances, il ne veut pas payer à la fin d'année, il va retourner chez le budget. Merci. Merci à vous. Oui, prévenu. Vous voulez ajouter quelque chose? Juste pour expliciter, parce que c'était d'ailleurs une de nos questions adressées à M. le ministre. Vous allez expliciter. Donc, pour expliciter ce qu'il a voulu dire, c'est que M. le ministre, ici présent, a eu à signer un bon d'engagement en 2018. Contrairement à ce qu'il a dit, qu'il n'a jamais fait passer le dossier de M. Jamal. Donc il a voulu dire qu'il y a eu un bon d'engagement en 2018. Ok, d'accord. Bien. Non, à Jamal. Ah non. Attendez. C'est pas possible. Allez. Si vous pouvez faire poser la question au prévenu Jamal.
Le premier jour, il y a une question qui lui a été posée de savoir s'il connaissait les directeurs de cabinet. Mais tout à l'heure ici, il nous dit qu'il a été à son bureau et il l'avait reçu. Est-ce qu'il peut-il nous dire qu'il ne les connaissait pas? Aujourd'hui, il peut confirmer qu'il ne les connaissait pas. Ok, bien. Vous avez suivi la question du procureur? Je l'ai suivi bien. Vous pouvez répondre. Jusqu'à présent, je ne le connais même pas. J'ai été à cause de mon dossier. Tu me comprends? Il n'y a aucune reconnaissance entre moi et lui. Je ne me rappelle pas s'il me reçu ou bien n'a pas me reçu. Jusqu'à présent, je vous dis, je le vois dans les télévisions, je le vois, mais il n'y a aucune reconnaissance entre moi et lui. Merci. Merci. Je vais vous donner la parole. Suivez. Oui, vous avez la parole. Il n'y a pas de problème. Bien, merci, Monsieur le Président. Allez-y. Je voudrais préciser que nous sommes en droit pénal. Et les questions et réponses doivent être précises. Connaître quelqu'un et se rencontrer, ça fait deux choses différentes. Deux choses différentes. Est-ce que moi je connais le procureur, disons, moi je rencontre le procureur Lumbu au parquet général à chaque fois que je viens. Et c'est pour autant que moi je le connais? Non. C'est pour M. Jamal. Le fait d'être reçu par le directeur du cabinet du chef de l'État 1, 2 ou 3 fois, ça suppose qu'ils se connaissent. Non, nous sommes en droit pénal, et je rappelle. Merci. Merci beaucoup pour la précision. Juste une précision. Maître, ne donnez pas... Attendez. Monsieur le Président. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole, mais je voudrais vous faire observer que l'attitude que vous avez, ce n'est pas une bonne attitude qui concourt à la bonne administration de la justice. Vous savez que je vais vous donner la parole, mais ne donnez pas l'impression qu'on refuse de vous donner la parole. Vous savez qu'on va vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. Monsieur le Président. Soyez tranquille. Oui. Je suis très content de la manière dont la greffière est en train de faire le travail. Oui. On nous a lu les PV des audiences passées. Peut-être j'ai mal formulé la question. La question qui était posée à M. Jamal, c'était de savoir, vous avez déjà vu le prévenu Kabel? Jamais de ma vie. Je ne l'ai jamais vu, Dieu le voit. C'est ce qu'il avait dit, ce qui a été noté. Merci. Il n'a jamais vu, mais il a été à son bureau, il a été reçu. Et je voulais savoir si ce qu'il avait dit, il continue à le confirmer aujourd'hui. Merci, M. le procureur. Je crois qu'on peut évoluer parce que les déclarations qui ont été faites et celles qui sont faites actuellement sont actées. Vous allez revenir au moment opportun. Sinon, ce serait quoi? Vous voulez... Excusez-moi, Monsieur le Président. Votre avocat a demandé la parole. Oui, mais... Bien, Monsieur le Président. Alors là, nous comprenons maintenant que le ministère public, que cela soit acté par le greffier, que le ministère public pose la question à M. Jamal s'il a déjà vu M. le directeur du cabinet. Si tel est le cas, alors que M. Jamal réponde à cette question de savoir s'il a déjà vu M. le directeur du cabinet. Merci. Merci pour cette précision. Merci, mais nous voudrions évoluer. Je crois que nous tirerons les conséquences au moment venu de tout ce qui est dit. Prévenu Kameri. Merci. Le tribunal voudrait vous poser quelques petites questions en rapport aux déclarations qui sont faites ici. Et la première question, toute petite question, c'est celle de savoir si c'est vrai, vous avez reçu en votre cabinet M. Jamal, qui dit être venu pour le suivi de son dossier. Est-ce vrai? Non, il a été reçu par un des experts, pas par moi. Et même si je l'avais reçu, c'est un service public de l'État. C'est dommage qu'un ancien ministre d'État, aujourd'hui député, trouve que c'est anormal de recevoir un opérateur économique. C'est anormal. Et il dit que lui, il a été reçu en premier lieu. Alors je le vois par moi, lui, le ministre d'État, gentiment et automatiquement, et avec beaucoup d'égards à son endroit. Et quand, oui, mais il sait bien, moi quand j'apprends qu'il y a un ministre, tout de suite, il ne fait pas 30 secondes dans mon antichambre. Est-ce qu'à l'occasion de cette réception, vous aviez parlé Jamal? Bon, je ne me souviens pas ça, c'est lui qui l'a dit, mais je me souviens qu'un jour, oui, lui n'a pas peut-être bonne mémoire. C'était devant beaucoup de membres de la commission qu'il réfute aujourd'hui. Quand on avait parlé du dossier
de maisons. Il avait dit non, moi je ne crois pas à ces messieurs-là. Il avait dit lui-même. Mais moi je lui avais demandé, vous ne croyez pas en lui par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il aurait fait dans le passé qui vous frustre? Nous le mettons devant un fait accompli. C'est un dossier qui a été signé sous votre gouvernement par le ministre du Développement rural, votre premier Tchibala. C'est tout, c'est un commentaire, ce n'est pas ça. Ici, nous sommes là. Bien, attendez, les trois... Non, non, puisqu'il a dit beaucoup de choses. Non, non, je vais vous permettre vraiment de vous exprimer. Mais je voudrais... Attendez. Oui. Vous allez vous exprimer. Parce que vous vous défendez. Vous allez vous exprimer. Absolument. Vous allez vous exprimer. Merci. Mais je voudrais que vous répondiez à une petite préoccupation du tribunal au sujet de ce qu'il a dit. C'est important. Très bien. Il a dit qu'il n'y a jamais eu une supervision. Il n'a jamais pris part à une supervision du programme de 100 jours. J'ai suivi votre honneur. Oui. Merci beaucoup. Je voudrais que vous donniez une réaction par rapport à ce qu'il a dit. Je vais réagir de la manière la plus limpide et plus facile. Et je prendrai à témoin les autres ministres qui sont là, le gouvernement de la Banque centrale. D'accord. J'ai resté logique. J'avais dit, il nous faut à cette réunion, il faut noter d'abord que le ministre du budget n'est pas porteur de projet. Lui, c'est le ministre qui liquide les dépenses de l'État. Ce sont ses prérogatives constitutionnelles. Est-ce que je mens, monsieur le ministre d'État? Allez-y, allez-y. Mais alors donc, il n'avait pas à se plaindre que je n'ai pas amené tel projet ou tel autre projet. Mais le ministre des Travaux publics, qui est là-bas, le ministre, reprendra son secrétaire général de la Santé, les ministres de tous les secteurs que nous avons repris et qui nous a donné, au fait, les résultats du programme de 100 jours. Si le ministre du budget me dit ici qu'il n'a jamais vu le programme de 100 jours, là, je vais dire tout simplement que le ciel va tomber sur notre tête parce que ça veut dire quoi? Que le président de la République a menti. Tout le gouvernement était invité à Matete pour le lancement des travaux de 100 jours. Et à cette occasion, le président de la République a bel et bien parlé d'érection de maisons en préfabriqué. Ça, c'est un témoignage public qui n'appelle même pas que M. Kamere rappelle à l'ancien ministre d'État du budget que ceci figurait dans le programme de 100 jours du président. Il a dit qu'il n'a jamais pris part à une réunion à la présidence. J'en viens. Si vous ne m'interrompez pas, je vais vous répondre à toutes les questions. Je vous donne des éléments pour vous permettre de le rencontrer utilement. J'ai dit ici, Dieu me voit. Le ministre du budget n'est pas venu pas une seule fois, pas deux fois, pas trois fois. Parce que c'était un travail harassant. Ministre du budget, ministre des finances, ministre de la Banque centrale, c'est eux qui sont au niveau du nerf de la guerre. Ça s'appelle contrôle budgétaire. Donc tout ce que nous pouvons concevoir, si eux nous disent qu'il n'y a pas d'argent, mais ça tombe dans l'eau. Mais est-ce que le ministre d'État du budget, ici, même si par ailleurs, et moi je n'ai pas fait des insinuations malencontreuses, si par ailleurs j'ai comme l'impression que tout ce qu'il a dit a été appuyé par le procureur, le ministère public, a été appuyé par l'avocat général, c'est comme s'il y avait des gens qui ont eu déjà des réunions d'harmonisation, mais je vais vous démontrer que malgré tout ça, la vérité va éclater aujourd'hui et maintenant. Le ministre d'État au budget a une mémoire qui le trahit rarement. Est-ce qu'il se souvient que nous avons eu pas une seule réunion au sujet de la gratuité de l'enseignement supérieur et que c'est lui, en dernier minute, qui a décanté cette situation parce qu'il était question de savoir quelles acrobaties faire pour répondre à l'attente du président de la République. C'est lui qui a décanté la situation et j'allais parler au président de la République. Parce qu'à partir du moment où lui et son collègue de finances disent que c'est faisable, on donne le go et il a même ajouté que nous serons en mesure de payer sans difficulté 2 mois. J'ai déjà positionné avec mon collègue de finances, mais le mois de novembre, nous devons faire des efforts supplémentaires pour tenir jusqu'à ce que la Banque mondiale vienne à notre rescousse. Est-ce que je suis en train de mentir, votre honneur? Je pose la question par vous au ministre d'État. Là, il va vous répondre lors de sa réaction. Non, non, je voudrais pour que je vous... Non, évoluez. Il va vous répondre lors de... Merci beaucoup. C'est mieux que... Et c'est comme ça que ça doit se faire. Je suis d'accord avec vous, votre honneur. Merci beaucoup pour cette démarche-là. Allez-y.
le ministre d'État du budget. Le ministre d'État du budget, non seulement il a pris part à la réunion de conception et de supervision, sinon, je vais revenir à d'autres questions qu'il a soulevées là après, ou bien je commence par là, puisque pour vous éclairer, puisque je dois réagir sur tout ce qu'il a dit. Allez-y. Le ministre d'État du budget me parle de l'autorisation pour 15 millions de francs congolais. Je voudrais, puisque je l'ai vu faire signe à son collaborateur, de noter, de déposer la question au ministre d'État au budget. Quel document m'a-t-il envoyé, ou même, il envoie les documents après, il me dit, monsieur le directeur de cabinet, si aujourd'hui on n'a pas X montant, moi je suis tenu par le secret d'État, mais s'il veut lui-même, il dira le montant, ce n'est pas 15 millions de francs congolais. Et les preuves existent. Pour payer, pour diriger les réunions des syndicalistes. Parce que ça va brûler partout. Qui disent, j'ai refusé combien de fois et j'ai accordé combien de fois. Il faut que les choses soient claires. Nous ne sommes pas venus ici pour étaler la nudité de l'État. Nous sommes venus ici, je crois, en faisant venir le ministre d'État du budget. C'était dans le cadre des charges qui sont portées contre moi et les autres prévenus ici, pour nous démontrer, par lui interposé, que les 57 millions de dollars américains, oui, c'est le directeur de cabinet qui a pris une partie, et Jamal a pris une partie, nous n'avons jamais payé. Moi, j'ai dit, et heureusement qu'il s'est repris lui-même après, aucune fois et aucun ministre n'est venu à la présidence. Si je suis informé à l'avance, monsieur le ministre d'État, quand je suis informé à l'avance, je vais même vous attendre dans l'escalier. Allez-y, allez-y. Voilà. Donc, ces histoires-là, ça n'intéresse pas le tribunal, pour le moment, ni le ministère public. De dire que j'ai été reçu avant celui-ci, avant celui-là. Non, ce n'est pas ça qui fait qu'on est payé ou pas. Le ministre d'État du budget dit que il ne savait pas, de 100 jours, il ne connaissait rien du tout. Nous avons remis l'ensemble des dossiers à tous les membres de l'équipe de supervision. Chacun, ce qui le concerne, devait exécuter ce qui lui revient. Voilà pourquoi. Parce que, il se souviendra que nous avions, et c'est à leur niveau, discussion entre financiers. Les communiqués qu'on fustige aujourd'hui, c'est ces communiqués qui nous ont permis d'économiser de l'argent. Et lui, il est de la vieille école. Il sait très bien que chaque fois, quand un gouvernement tombe ou expédie les affaires courantes, il sait très bien que généralement, on se limite aux dépenses courantes. On n'engage pas de grandes dépenses, puis c'est à ce moment-là que l'argent de l'État disparaît. Il le sait très bien pour avoir été conseiller financier. Mais notre discussion de ce jour n'est pas là. Il a dit qu'il n'a pas pris part, il n'a pas assisté, il ne connaît pas tout ça. Mais je remercie beaucoup l'avocat général qui a adopté la même méthodologie que moi, c'est-à-dire pièce contre pièce. Ça fait énormément plaisir parce que nous sommes dans le cadre du pénal. Ici, le ministre des Finances écrit à son homologue du budget. Demande de liquidation en rapport avec le projet inscrit au programme des 100 premiers jours du chef de l'État, USD 10 062 500 000 $ américains. Excellence, monsieur le ministre d'État, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir procéder à la liquidation en procédure exceptionnelle du montant de 10 millions quelque chose en faveur de la société Samibo Congo SARL au titre du premier acompte de la troisième tranche relative aux travaux de construction de maisons préfabriquées Maluku, Congo central, Bukavu, Mbujimaï et Kananga, suivant le plan de décaissement de la présidence de la République du 8 mars 2019 que vous trouverez en annexe. Comment il peut dire qu'il ne connaît pas ça? Alors, ici, nous avons la réunion. Le ministre ne s'est pas comporté en automate. Quand la présidente écrit au ministre des Finances, c'est lui qui gère le trésor public,
Parce que lui, il gère les dépenses. L'autre, c'est le trésor public. Voilà pourquoi, pour être sûr que l'argent existe, Monsieur le ministre des Finances, je lui ai écrit cette lettre-là au nom du président de la République. Et quand il dit que le ministère du Budget était absent, mais non. Ceux qui étaient présents à cette réunion-là, j'ai vu quand on citait rapidement là-bas, on a cité le cabinet du ministère des Finances, mais ça ne concernait pas seulement Samibo. C'est un certain nombre d'entreprises. Mais quand vous regardez la colonne, le ministre des Finances est extraordinaire, puisqu'il dit requérant, ITPR. Deuxième colonne, support de la dépense, instruction des ministres des Finances, instruction des ministres des Finances, instruction des ministres des Finances, instruction des ministres des Finances. Ici, au milieu, c'est l'objet de la dépense. Ici, montant, on met le montant. Et là, on met les bénéficiaires. Et à la fin, avant-dernière ligne, le ministre des Finances a eu même la prudence de placer son homologue de budget, puisque c'est lui, selon la chaîne de dépenses, qui doit commencer. Il le met là, décision du ministre du budget. Il n'est pas avis, décision. Je connais la signature de Pierre Parker. Monsieur le ministre, monsieur, votre honneur, est-ce que, pour que nous ne naviguons pas à vie, est-ce que, quand l'avocat Coco a montré, le bâtonnier, Coco a montré à l'honorable Pierre Kangoudia ce document, il a reconnu sa signature, c'est une fausse signature ou une vraie? Est-ce que c'est votre signature? Allez-y. Il a reconnu sa signature. Mais maintenant, quand il dit que cet homme-là ne m'inspire pas confiance et tout, moi je ne peux pas. Mais regardons. Je me disais, bon, certainement que Samibo n'est pas là. Parce que moi je ne suivais pas ces histoires. Je vous ai dit ça, ce n'était pas à mon niveau. Nous avons ici, de quoi ça devait être vers la fin. Voilà. Ici, toujours requérant, ministère de l'Urbanisme et Habitat. Et là, au milieu, nous avons instruction du ministre des Finances. Et là, l'objet, paiement en faveur de la société Samibo Congo SARL au titre de premier raconte relatif aux travaux. USD 14 375 000 $ américains. La bénéficiaire société Samibo. Ministre du budget, ok. Signature de M. Pierre Kangoudia. Et la ministre des Finances, Yav, c'est sa signature. Mais où est la signature du directeur de cabinet ici? Où est la signature du directeur de cabinet ici? Puisque par la suite, c'est ce que j'ai voulu rappeler à l'honorable Pierre Kangoudia qui s'est limité. Et l'autre fois, quand j'ai voulu faire un peu, vous avez dit que je faisais un peu de la politique. Mais j'ai vu qu'aujourd'hui, vous l'avez laissé faire un peu de l'économie, il nous a expliqué comment l'État fonctionne, alors que la question était claire. Économie stable, on a suivi tout ça, c'est bon. Mais ici, monsieur le gouverneur de la Banque centrale certainement sera là, et le ministre des Finances sera là. Quand on paye Samibo, et nous mettons les annexes, premier paiement 14 375 000 $ le 18 mars 2019. Nous avions l'obligation de suivre. On paye 4 600 000 $ américains. Avril 2019, annexe 8. On paye 4 600 000 avril 2019, annexe 9. On paye 4 600 000, annexe 10. 4 600 000, annexe 11, ainsi de suite. Tous ces paiements ont été faits. Et donc, ici, le ministre d'État du budget, soit il est solidaire dans le cadre du fonctionnement du gouvernement, soit il veut se démarquer et doit présenter à votre tribunal la lettre qu'il avait adressée à son homologue de finances pour dire que non, moi, Pierre Kangoudia, de par mon éthique et ma connaissance des finances publiques,
diplômé de Paris Dauphine, je ne peux pas accepter, même si c'est vous qui me le demandez, vous l'avez déjà fait, gardez vos histoires avec le gouverneur de la Banque centrale. Qu'il est régularisé partiellement ou totalement, il n'y a pas de petit péché. Il a régularisé. Donc, nous sommes dans la chaîne de dépenses. Et il sait très bien lui-même, quand il était encore au gouvernement sous l'étiquette de mon parti, ce que je lui avais dit. Il a dit, mon cher, ne devenez pas le ministre des régularisations, parce qu'il se plaignait beaucoup. À l'époque précédente, lui était transformé en ministre des régularisations. Et votre tribunal peut mener une audit, il va voir que les choses tournaient très mal, il s'en plaignait. Et donc, la régularisation, bien sûr, c'est une opération qui existe, mais il ne faut pas qu'elle devienne la règle. Mais quand le directeur de cabinet confie les dossiers au ministre des Finances, le ministre des Finances a le réflexe d'inviter non seulement les ministères qui sont concernés par les dossiers, il invite les différents ministères et il invite même les représentants de la présidence. Je crois que des experts étaient partis là-bas pour nous représenter. Ça signifie quoi? Le dossier a quitté la présidence à ce qui concerne les paiements pour le ministère des Finances pour le dernier planning. Puisque c'est lui qui sait, avec le gouvernement de la Banque centrale, avec le ministre d'État du budget, quels sont les moyens dont dispose l'État. Est-ce que c'est faisable ou pas? Mais c'est avéré effectivement qu'ils n'ont pas tout payé en ce qui concerne les 100 jours. Les sautes-moutons n'avaient pas été totalement payés. Et il y a bien d'autres histoires. Parce que nous avez dit que ça, c'est une première étape. La deuxième étape, ça sera soit l'emprunt auprès des banques, ou bien nous allons prendre un financement sous forme d'acompte sur l'impôt auprès des miniers. Mais toutes ces théories, ce n'est pas moi. Moi, je suis là pour écouter et pour savoir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est légal. Bien. Alors, la dernière question. Et ça, je voudrais que notre ami honorable Pierre Kangoudia puisse vous dire qu'il n'a jamais participé à une réunion où nous sommes en train justement de discuter de contraintes budgétaires, où est-ce que nous allons trouver les moyens, et qu'il n'oublie pas la question qui concerne la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Et à ce moment-là, je lui dirais que ça s'appelle comité de supervision, il peut remettre en cause le document que j'avais signé, c'est son droit, mais depuis que j'avais signé ces documents-là, c'est la dernière question, que le ministre d'État me dise par quel écrit m'avait-il saisi pour dire qu'il n'est pas, lui, concerné par le comité de supervision. On peut l'appeler comme on veut, mais il sait très bien que nous tenions nos réunions avec des grands responsables, des ministres, et quelquefois les experts, où ils se faisaient accompagner ou pas, s'asseyaient derrière, ils n'avaient pas droit à la parole, il le sait très bien. Nous avons dit, monsieur le ministre d'État, vous et les autres et moi-même, avec le DG de l'OVD, Office des routes, une réunion, est-ce que je mens? Sur les routes et consorts, est-ce que je suis en train de mentir? Est-ce qu'on peut terminer tous ces dossiers de 100 jours en une seule réunion pour que aujourd'hui l'honorable Pierre Kangoudia vienne ici pour dire non, je ne connais pas, je n'ai pas été là-bas, aucune réunion, mon frère. Ce que vous dites est en train d'être acté par la greffière. Et moi, je voudrais avoir des réponses précises parce que moi, j'apporterai des preuves irréfutables que monsieur, non seulement il nous a aidés, mais il a participé à la conception de ce travail de 100 jours. Qui disent qu'il n'en a pas assuré le suivi, ça je peux le lui accorder. Mais qui disent qu'il n'a pas, je ne connais pas, j'ai découvert ça en l'air, là ça devient très grave. Et bien, puisque, je voudrais terminer, oui. Puisque votre honneur, nous sommes en train de parler des choses sérieuses. Ça, c'est les tableaux qui avaient été dressés à la fin. Et ici, on a listé toutes les sources de financement.
Le trésor public, c'est 229 793 dollars américains, réalisés jusqu'à présent. Le fonds de promotion de l'industrie qui était l'autre source, réalisation jusqu'au moment où j'ai élaboré ce tableau, c'était 18 204 491,02 dollars américains. Foner, 27 272 454, total 274 millions. Comment voulez-vous que le directeur de cabinet soit dans son bureau, qui n'est ni Foner, ni FPI, ni ministre d'État du budget, ni gouverneur de la Banque centrale, ni ministre des Finances puisse produire un tel document, et comme tout le monde, suivre comme, je dirais, des moutons de panurge. Donc, puisque là, c'est le directeur de cabinet, tout, c'est le directeur de cabinet. Ici, je résume. Je voudrais, et je citerai par une dernière phrase, je voudrais ici, votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, chaque fois je reviens là-dessus, il s'agit de moi, de ma vie, de l'honneur de ma famille, de mon innocence ou bien de ma culpabilité. Je ne veux pas me disculper, mais qu'on me dise, quand on est en train de, comme le ministre d'État du budget est là, parce qu'il a l'habitude de parler avec Jamal, c'est sa vieille connaissance. Dans leur vieille connaissance, c'est quand il parle, le ministre d'État du budget, même en dehors de ça, est-ce qu'il peut dire, moi, ministre d'État du budget, je cible le directeur de cabinet, je pense que dans les 57 millions, il a reçu autant. Puisque, oui, il est ministre d'État du budget. Deux, si le ministre d'État du budget ne sait pas le faire, parce qu'il n'est pas procureur, parce que, oui, je comprends bien, mais pourquoi quand nous parlons, quand nous crions un peu ici, vous nous le rappelez à l'ordre, mais les procureurs, les avocats ont le droit... Qui vous empêche de parler? Allez-y, non? Ah bon, donc ils peuvent faire... Non, mais ça nous, dès lors que ça ne vous perturbe pas, continuez. Merci, votre. Je prends vos notes qu'eux, ils peuvent... Et nous restons... Allez-y. Oui. Donc ici, la question est simple. L'avocat général Kalula, le procureur général Kisula, m'invite. C'est très important ce que je suis en train de dire. Je vois le président de la République, je lui dis certainement ils se sont trompés de date, mais ils vont corriger. Ils avaient écrit le 6 mars, nous étions en avril, et ils ont corrigé. J'ai dit au président de la République, je vais m'y rendre. Il dit, oh, est-ce que tu te reproches quelque chose? Rien, mais je vais m'y rendre. Parce qu'il faut aller renseigner sur les 100 jours. On a eu 6 heures de questions. Il était presque en train de me dire au revoir. J'étais en train de signer, j'étais dans le couloir après. Il me dit non, nous vous gardons. Et j'ai dit pourquoi? Ça signifie quoi? Vous êtes en détention, ça signifie ici chez vous? Non. Vous êtes en état d'arrestation, prison de Makala. Mon fils est dehors. Le public est dehors. J'ai dit, je demande seulement 2 faveurs. La première, je voudrais parler à mon fils. La deuxième, je voudrais parler à un membre de l'INC pour qu'il se calme. Nous sommes dans les affaires de l'État. Alors, mais je voudrais savoir pourquoi. Il dit pour raison de confrontation. Mais nous sommes venus ici, votre honneur, 2 confrontations seulement. Avec qui? Mes collaborateurs. Et j'oublie, avec qui d'autre? Avec Bitakwira. Fini comme confrontation. Pas de confrontation avec Jamal, pas de confrontation avec qui que ce soit. Et il nous avait dit que c'est à suivre. Après ça change, il y a un jugement qui sort. Non. M. Kamere est déféré pour avoir détourné le montant qui est là. 47 situation a prévenu, d'abord 47 000. Donc, je voudrais comprendre, puisqu'ils avaient dit, et le président de la République a cru en cela, nous avons des indices sérieux. Les indices sérieux, quand on n'a pas de 400 millions, ce n'est pas dit non, monsieur, tu as acheté un vélo, tu as acheté... Non, on ne colmate pas les brèches. Je crois que... Donc moi, je voudrais que chaque fois quand nous sommes en train de parler, il faut qu'on chute pour savoir, puisqu'on est en train de mélanger, on nous amène dans les droits administratifs, s'il vous plaît. On nous amène des témoins qui ont été préparés pour venir dire des choses, c'est pas ça. Pardon? C'est cela l'objet de l'instruction, de cette instruction. Cette instruction permettra, in fine, d'établir votre innocence ou votre culpabilité. Merci. Donc c'est ça l'objet de l'instruction. Merci votre honneur, puisque l'impression que nous avons chaque fois, c'est comme si on était en train de juger
une victime expiatoire. Non, l'instruction criminelle se déroule de cette façon. Votre honneur. Merci. Alors, non, votre honneur, s'il vous plaît. Concluez pour qu'il réagisse. Je vais conclure. Parce que vous avez souhaité qu'il réponde à certaines questions. Il va répondre, votre honneur, s'il vous plaît. Concluez. S'il vous plaît, nous sommes en matière aussi de mais droits de l'homme. Mais on n'est pas encore à la plaidoirie. Concluez. Non, nous sommes en matière de droits de l'homme. Je voudrais savoir pourquoi certains prévenus ont le droit de venir et de revenir ici. Et pas votre prévenu qui est là, qui a respecté la justice depuis Limité jusqu'ici. Et mon comportement en prison, vous pouvez poser la question. S'il vous plaît. Vous ne m'avez jamais vu sur les réseaux sociaux, rien du tout. S'il vous plaît. Est-ce que je suis déjà condamné d'avance, puisque de temps en temps, vous n'allez pas échapper. J'entends là-bas, on dit ceci, ça inquiète. S'il vous plaît. Ça inquiète. S'il vous plaît. Je voudrais vous rassurer que nous sommes dans une démarche qui va aboutir soit à l'innocence, soit à ma... Mais c'est cela, c'est ça l'objet de l'instruction. Mais ce ne sont pas les phrases qu'on entend laissez ici. que les personnes qui sont citées répondent, qu'ils soient confrontés à vous comme vous le faites, et on verra. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Monsieur Pierre Kangoudia, vous avez suivi... Regardez le tribunal. Vous avez suivi le prévenu Kaméré. Je crois que vous avez noté. Oui, si vous pouvez brièvement. J'ai même suivi que ça a été tellement long qu'à la fin, je ne pouvais plus tout noter. Il a notamment contesté ce que vous avez affirmé au sujet de réunion de la supervision. Il vous a mis au défi. Il a dit, c'est pas vrai ce que vous avez dit, de n'avoir pas participé à aucune des réunions. Mais votre honneur, vous m'avez suivi et je dis que je n'ai jamais participé à aucune réunion à la présidence de la République. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? J'ai dit que j'ai participé. Mais quand on a participé à ces réunions-là, il n'a pas été formellement dit que vous êtes la supervision, les autres sont de la coordination. J'ai dit que j'ai appris ça après coup, que je faisais partie de la supervision. Mais qui vous dit que moi j'étais content d'être dans la supervision? Ça peut même apparaître sur mon CV que j'étais un des superviseurs des projets de 100 jours. Qui vous dit que ce n'est pas prestigieux? Mais j'aurais bien voulu, comme le disent avant, hein, peut-être que ça allait m'apporter peut-être certains bénéfices sur le plan social, qui sait. Mais j'ai dit que je l'ai appris les 11 mai, quand j'ai entendu que j'étais membre d'une équipe de supervision. Je n'ai jamais su que c'était structuré comme tel. J'ai participé à cette réunion. Là où il le dit avec exactitude. Les péchés de l'OVD et c'est l'office de route. Et je ne suis pas ici pour le charger, que les gens comprennent. Mais je suis là pour dire la vérité. Pas pour charger, je ne peux jamais charger Vital Kaméré, non. Je ne peux pas. Mais j'ai le devoir devant vous de vous dire la vérité. J'ai participé à cette réunion. Mais il ne m'a pas été indiqué même verbalement que j'étais superviseur. Si j'étais superviseur, c'est que j'ai supervisé quelque chose. C'est par là que j'ai donné la définition de la supervision. Contrôler le travail fait par les autres. Je n'ai pas tout. Et il a raison de dire que le ministre du budget n'est pas porteur d'un projet. Et donc par conséquent, il ne peut pas être superviseur. C'est ce que ça veut dire. Le ministre des infrastructures pouvait être superviseur par la nature de ses attributions. Je n'ai pas les mêmes attributions qui peuvent m'amener à superviser quoi que ce soit. C'est ce que j'ai dit. Ça, c'est un. 2. Je n'ai jamais dit qu'il ne m'a jamais reçu avec courtoisie, qu'il ne recevait pas les ministres avec courtoisie. Jamais. Il nous a toujours reçus avec beaucoup de courtoisie, beaucoup d'élégance. Et ça, nous devons le reconnaître. Donc, il ne faut pas ici qu'il y ait de confusion sur ce que j'ai dit. Maintenant, en ce qui concerne l'interprétation de la pièce qu'il a entre les mains, j'aurais bien voulu la récupérer pour vous démontrer que ça, c'est un travail technique et qu'il n'est pas bon de l'interpréter à sa manière. Sur ce document-là, il ne peut y avoir que 2 signatures. Parce que c'est un document de régularisation établi par le cabinet du ministre des Finances. Le PV pour démontrer que nous avons accepté. Et par conséquent, je ne vois pas comment le directeur du cabinet peut retrouver sa signature sur un document interne de traitement des dépenses. Il n'est pas
sur la chaîne de la dépense, il n'est pas là-dedans. Ça, c'est la chaîne de la dépense dans le traitement de régularisation. Il n'est pas dans la régularisation. Ces signatures, bien que le ministre des Finances ait placé la mienne avant la sienne, le ministre des Finances signe avant le ministre du Budget. Le document ici, quand il m'arrive, s'il n'y a pas de signature du ministre des Finances, on ne me l'amène pas, donc on ne peut même pas me l'amener. Ces documents nous arrivent du ministère des Finances après que les experts de deux ministères se soient réunis et aient adopté le travail, les dépenses à régulariser sur PV. À ce moment-là, ça me couvre et je sais que ça a été acté par PV. Et donc, c'est des dépenses réelles parce qu'à la fin, il faut bien donner une imputation à la dépense. Le ministre des Finances, quand il a exécuté la dépense sur base de votre lettre de chef militaire de cabinet, excusez-moi, parfois j'oublie qu'il faut que je m'adresse à vous, votre honneur, le ministre des Finances, quand il a exécuté les dépenses sur base des instructions reçues de monsieur le directeur du cabinet du président de la République, il n'a pas donné une imputation budgétaire à cette dépense-là. Ça, c'est le travail du ministère du Budget qui détermine la vraie imputation. C'est dans ses prérogatives. C'est ce que j'ai dit. Et donc, je ne vois pas comment on peut m'opposer le fait d'avoir dit que je n'avais pas vu le document. Le document demandant au ministre des Finances de payer, je n'ai jamais vu. Ça, je le dis. Et ça ne veut pas dire que c'était illégal. Que non, j'ai dit tout simplement que ce n'est pas passé par le ministère du Budget parce que normalement, il faut que ça passe par le ministère du Budget, même à titre d'information. C'était un oubli. Nous le disons, c'est pour des raisons d'histoire et de pédagogie, de manière telle que ça ne puisse plus se répéter. Voilà pourquoi nous le disons, pour des raisons pédagogiques. Même s'il s'agit d'une dépense à caractère urgent, envoyez-nous ne serait-ce qu'une lettre pour que nous soyons informés. C'est ce que j'ai dit. Je ne dis pas que c'est illégal. Moi, je ne peux pas dire que c'est illégal. Bien évidemment que j'avais suivi le président de la République, chef de l'État, les jours où il avait, c'était je pense le 2 mars 2019, quand il avait tenu son discours sur les 100 jours. J'avais suivi. Mais j'ai dit que quand nous étions dans cette réunion dont il a parlé avec brio, il n'avait jamais été relevé le fait qu'il allait y avoir des maisons à caractère social et relevant du ministère du Développement Rural, donc il n'avait même pas de représentants dans cette réunion-là. Comment aurait-on fait chaque représentant? Ce n'est pas le directeur du cabinet qui présentait les projets. Ce sont les différents ministères sectoriels qui nous présentaient parfois des projections. Que l'on regardait et d'autres parlaient au dossier. Et on a pris beaucoup de temps dans cette réunion-là. Et je crois même que c'était la seule réunion dont on avait, qui avait été consacrée aux 100 jours de manière formelle. Mais je ne peux pas dire que je ne l'ai pas vu plusieurs fois. Il y a eu beaucoup de dossiers pour lesquels nous nous sommes vus, nous nous sommes réunis. L'élaboration, peut-être que j'ai le devoir de faire appel à la mémoire, je sais qu'il a une très bonne mémoire, de M. le directeur du cabinet, du chef de l'État. Mais l'élaboration de la grille barénique de la présidence de la République, c'est avec ma forte collaboration avec un collaborateur détaché en permanence pendant tous les travaux. Donc nous avons fait beaucoup de choses ensemble. J'ai déjà apporté ma contribution, ma collaboration, elle était bonne avec lui. Il n'y avait pas de problème. Je dis simplement qu'en ce qui concerne ces dossiers particuliers des logements sociaux, je n'étais pas informé. C'est ce que j'ai dit. Celui-là, les paiements, je n'étais pas informé. Okay. Mais il y a eu d'autres dossiers de 100 jours pour lesquels, malgré le caractère urgent, j'ai été informé. Il y a eu un oubli pour celui-là. C'est ce que j'ai dit. Bien, merci. Je pense qu'on peut passer au prochain témoin. À ce témoin. Oh non, non, moi je voudrais seulement... Non, non, attendez, vous avez... Comme c'était encore moi... Non, non, attendez, non. Merci beaucoup. Attendez, oui, vous voulez poser quelques questions. Bien, Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte que dans les explications du témoin Kangou Dia, vous constaterez une certaine évolution.
Je crois que vous vous êtes mis d'accord pour que ce soit une personne qui pose des questions. Pour qu'on évolue, parce qu'il y a beaucoup de témoins. Oui, vous êtes mis d'accord. Oui. Convenez-vous d'abord alors. Monsieur le Président, une précision de taille. Nous sommes de la défense et cette question nous intéresse pertinemment. Non, on ne refuse pas. Alors, mais lorsqu'on doit nous étouffer,